En fait, le test and learn, ça vient de ce qu'on appelle la roue de Deming. C'est cette roue qu'on appelle aussi le PDCA. Je vous le mets en plusieurs fois parce que ça, ce sont des synonymes. Et le PDCA, c'est utilisé même dans le secteur bancaire, dans la gestion de crise, dans l'analyse des risques. Donc en fait, c'est des process qui s'adaptent facilement à n'importe quel projet. Et le test and learn, ça reste la base de l'agilité. Donc, on génère des hypothèses, on définit des tests. On dit par exemple, ouais, je pense que vu que mon agence fait du marketing sportif, bah alors ce serait bien de faire du Google Ads avec des campagnes publicitaires et des annonces qui vont apparaître sur l'équipe, sur le site l'équipe, qui vont apparaître sur le site LiveFoot, etc., etc. Donc vous allez générer des hypothèses et vous allez vous dire, ok, je vais tester plusieurs canaux. Vous définissez les tests. Vous vous dites, si j'arrive avec 10 euros à ramener 1000 personnes, c'est que le test est concluant. C'est déjà pas mal. Hein. Le mieux, ce sera de dire plutôt des objectifs cohérents, mais vous allez faire des tests. Vous réalisez les tests, donc ça, c'est la mise en place. Je commence à faire les pubs, par exemple. Je mesure et j'analyse dans Google Analytics, tous les outils d'analyse de données. Vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser les outils sur les réseaux sociaux, Facebook Insight, Creator Studio. Et ensuite, vous allez décider si oui ou non l'hypothèse que vous avez faite au départ était bonne. Donc en fait, c'est par rapport à des KPI, donc des indicateurs clés de performance que vous mettez au début du test et qu'après, vous analysez, vous vous dites, ok, j'ai pété l'objectif ou non, je suis pas arrivé à l'objectif. Donc j'arrête et je teste un autre levier, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, c'est la base, c'est ce qu'on appelle la route Deming, test and learn. Donc, vous identifiez un problème majeur. Donc, on identifie un problème majeur. Là, en l'occurrence, vous identifiez une problématique qui va vous permettre d'aller vendre vos services d'agence à vos prospects. Donc, vous vous dites, ok, les influenceurs, il n'y a que des grosses agences qui travaillent avec. Bah, nous, on va essayer de leur dire, bah non, on va travailler avec vous de façon beaucoup plus humaine, avec un groupe WhatsApp, on pourra discuter ensemble, etc. Parce que vous avez des problématiques de communication avec les autres grosses agences. Vous identifiez ce problème-là. On va lister des solutions. La plupart du temps, on utilise des post-it. On prend des post-it et boum, on les colle. Et on se dit, ok, on va tester ça, on va tester ça. Ensuite, on priorise les idées. Donc, selon leur efficacité, je vais vous donner une technique pour prioriser les idées, qui sera un peu plus claire, avec des points, en fait, à donner à vos idées. Vous allez choisir 1 à 3 idées et vous allez les tester. Donc, vous n'allez pas mettre 2 ans pour les tester. Ça va être dans le mois. Le but du jeu, c'est vraiment de faire du test and learn chaque mois. Il y en a certains qui font même du test and learn chaque semaine. Et c'est ce qu'on appelle des sprints. Et ensuite, vous historisez vos tests. Vous utilisez Google Sheets, un document Excel, ce que vous voulez, et vous mettez à l'intérieur vos tests. Bon, bah, j'ai testé telle problématique avec telle solution, ça n'a pas fonctionné. J'ai testé telle problématique avec telle solution, ça a fonctionné, etc., etc. C'est juste pour avoir une sorte de tableau de bord. Parce que là, on est d'accord, ça, c'est le test and learn. Mais en fin de compte, la roue de Deming et le PDCA, ça reste du test and learn. Donc PDCA, on commence toujours par le P. Donc je planifie, on prépare à l'action. Là, je vais vous dire quasiment la même chose que le test and learn, sauf qu'ils appellent ça le PDCA. On planifie, on renforce l'aspect formel, contractuel, ça dépend, à donner à la réflexion et à la collecte des données avant l'action. Souvent, on entreprend des actions pas au pif. On cible bien les problématiques et on pose des questions aux utilisateurs, aux prospects. Okay, on est user-centric, centré utilisateur. Donc on implique les acteurs. Quand on dit impliquer les acteurs, ça peut être l'équipe. Et la plupart du temps, dans votre équipe, il y a 10 personnes, ça va être 3 collègues à vous. Vous n'allez pas forcément appeler tout le monde pour faire du test and learn. Vous choisissez le champ. Donc choisir le champ, ça veut dire est-ce que cette problématique, ça appartient plus au marketing ou plus à la vente? Est-ce que c'est un problème de business model? Et ensuite, vous communiquez. Donc, vous pouvez communiquer vous pouvez faire du test and learn en interne. Le PDCA, on peut le faire en interne. Si vous êtes manager, il y a beaucoup de managers qui l'utilisent aussi. Donc, vous allez communiquer en interne sur une problématique que vous rencontrez. Et vous allez donner des solutions. Donc, ensuite, on développe et on réalise l'action. Donc là, on déploie l'action qu'on a préparée. Le but du jeu, c'est de se dire, ok, on le déploie pendant une semaine, on le déploie pendant un mois, et comme ça, tout le monde est au courant. On élabore les protocoles, donc ça, c'est souvent... Comme je vous ai dit, le PDCA, c'est utilisé dans le secteur bancaire, dans des secteurs qui sont énormément normés. Et ensuite, on recueille les données. Donc, on teste and learn. On vérifie. Non, on comprend et on vérifie les résultats. Là, c'est l'analyse de données. On utilise des outils d'analyse de données. J'ai oublié de vous dire, on utilise notre CRM, bien entendu. Si on a un CRM, et là, vous allez regarder et vous allez analyser les écarts entre vos objectifs et la réalité. À partir de ce moment-là, vous recherchez les causes. Rien de mieux que de poser les questions. Et ensuite, on agit. Vu qu'on a analysé les données, on va agir par rapport à cette analyse. Donc, on va créer un ou des plans d'action. Et ensuite, on va prioriser les plans d'action. On va se dire, ok, ce plan d'action-là est plus important que celui-ci. Et ensuite, on va replanifier.
donc on va repréparer à l'action, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une roue. On a la roue de Deming, c'est bien beau. Mais en fait, le but du jeu avec la roue de Deming, c'est surtout de rendre tout ça itératif. Donc l'itération, c'est ce qu'on fait ici en fait. C'est quand on fait le PDCA, quand on arrive à la fin, on réitère le process. Le but du jeu, c'est pas de réitérer les mêmes erreurs. C'est pas de refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Prendre de ces erreurs et ensuite replanifier quelque chose d'autre. Et en fait, dans le développement, on crée une version première, bêta. On va prendre plutôt l'exemple du site internet. Votre one-pager que vous avez fait via le logiciel de landing page. Et donc, c'est votre standard. C'est votre site internet. Vous vous dites, ok, on met tel argument sur le site, telle page, on crée tel menu, un bouton contact. Je sais que vous avez fait web design et balsamique. Vous allez avoir une compétence d'ergonome web. Donc c'est plutôt cool et ça va vous permettre très facilement ensuite de créer des très belles landing pages ou même si elles sont pas belles, de toute façon vous allez vite remarquer que même les landing pages pas belles, parfois c'est celles qui convertissent le plus. Maintenant on va passer à tout ce qui est Scrum plus les méthodes agiles. Donc je vais vous définir plein de méthodes agiles et je vous ai fait plein de fiches réflexes. En fait, une des méthodes agiles, c'est ce qu'on appelle le Scrum. Donc le Scrum, en fait, ce qui est cool avec cette gestion de projet, c'est que c'est une gestion de projet qui va vous permettre justement de faire du test and learn, de faire de l'itération et d'améliorer sans cesse le produit et le service. En plus de ça, vous allez voir, on peut mettre en place un modèle Scrum en moins d'un mois et justement réitérer tous les mois et avoir tous les mois un meilleur standard. Donc, je vais vous expliquer comment se construit une équipe de Scrum. Il y a plusieurs rôles dans une équipe de Scrum. Donc, tout d'abord, l'équipe, très important. Donc, on a un côté toujours technique. Vous voyez, quand je vous dis essayer de créer une landing page via Strikingly, c'est le côté technique. Ensuite, on a le côté organisationnel. Là, c'est la personne qui doit s'occuper d'organiser tout ça pour que le projet se passe le mieux possible. Et ensuite, on a la partie fonctionnelle. Là, c'est justement c'est la personne qui va s'occuper de toutes les fonctionnalités, que les fonctionnalités soient bonnes, que le produit ou le service soit, entre guillemets, parfait. Ce qui n'est jamais le cas. Une équipe Scrum, ça se compose de 3 types de fonctions. Donc la première, le product owner, chef de produit, chargé de produit. Donc lui, il définit le produit en répondant aux attentes des utilisateurs. C'est lui qui par exemple, fait l'UX, l'expérience utilisateur, qui récolte les feedbacks. C'est lui aussi qui parle avec le client. Le Scrum Master, il va faciliter les échanges entre le product owner et l'équipe de développement. Le Scrum Master, il est là pour, on va dire, pour apaiser les tensions et pour faire en sorte que tout se passe bien. C'est lui qui va organiser tout le modèle Scrum et les sprints. Les techos, c'est l'équipe de dev la plupart du temps et elle va développer le site internet par exemple, la landing page, assez rapidement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, seul le product owner discute avec l'extérieur. Soit il discute avec les utilisateurs finaux, donc pour récolter des feedbacks, créer une relation de confiance, optimiser ses process. Soit il discute avec son client. À l'intérieur de l'équipe Scrum, vous avez toujours le Scrum Master. Là, vous avez d'autres types de profils. Donc, lui, son but, c'est d'optimiser le product, backlog. Donc, on va voir ce que c'est. C'est la génération d'idées. Et donc, tout le monde travaille ensemble. Le but, c'est de réunir toute l'équipe. Donc, User Story. On va parler de Scrum Team, de collecte des besoins, de salle dédiée et de la méthode DIP. Une User Story, ça commence toujours par un persona. On sélectionne un persona, que ce soit un proto-persona, donc un persona hypothétique, une typologie de client hypothétique, ou que ce soit un buyer persona, donc déjà un client. Ensuite, on a les consultants. Consultant, la plupart du temps, c'est l'équipe qui peuvent vous aider sur cette problématique, sur cette persona. Ça va permettre de récolter des feedbacks envers les consultants. Ensuite, on a les customers. Donc ça, ce sont déjà vos clients. Donc en fait, c'est réellement vos buyers persona. C'est des personnes qui ont déjà acheté votre service. Stakeholder, la plupart du temps, de toute façon, ça fait partie de votre équipe. Toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Étape 5, là, vous allez mettre vos arguments. Aux argumentaires de vente. Ce que votre client aimerait voir. C'est un peu ce qu'on avait fait avec le VPC ou le PVC. Et ensuite, on a ce qui nous intéresse surtout, la user story. Donc après, je vous ai mis des exemples du user story. Et donc là, on va écrire, c'est une sorte de mini-histoire qu'on aimerait que l'utilisateur fasse jusqu'au bout. C'est l'étape 7 la plus importante, c'est celle qui va vous permettre justement d'avoir des idées, de créer des nouvelles fonctionnalités intéressantes pour l'utilisateur. Usage context, donc là, tu vois, ça va être, par exemple, comme on disait dans le business model Canva, tout ce qui est ton marché. Ou imaginons, tu développes un outil, une application pour ton agence, et tu vas dire à tous tes prospects d'aller sur ton application pour s'inscrire. Donc il faut créer une sorte de tunnel de vente. Les contraintes, là en l'occurrence, je parlais d'application, la contrainte c'est de créer une application. Là, vous mettez les outils qu'il faut, le langage de développement par exemple, où ils vont passer les utilisateurs.
Les solutions possibles, donc tout simplement, voilà, ce que vous pouvez proposer, c'est encore une fois comme le PVC, hein, mais c'est le PVC en encore plus détaillé. Les critères d'acceptation, ça va vous permettre en fin de compte de segmenter la user story. Parce que vous voyez, hein, là il y a plein d'éléments, le but du jeu c'est de créer des mini-tâches. Si c'est rendre meilleure l'expérience du prospect, bah, c'est assez large quand même comme tâche. À l'intérieur de rendre l'expérience meilleure du prospect, bah, il y a plein d'autres tâches. Donc les données dont vous avez besoin, qui est analyse de données, hein. Donc vous allez mettre Google Analytics, des outils. On l'utilise surtout pour les KPI en fait, d'accord. Et on se met les données de départ, et après on se dit, bon voilà, on va utiliser, on va se baser sur tel KPI et tel KPI. C'est surtout les KPI le plus important ici. Les dépendances avec les autres user stories, parce que là on n'en aura pas qu'une, hein, on va en créer plusieurs des user stories. C'est pour ça que j'ai pas envie que vous créez non plus 14 étapes plusieurs fois quoi. Donc prenez juste l'étape 7, comme ça vous la faites en plusieurs fois, on va le rajouter après. Et ensuite les feedbacks. Donc comment on récolte les feedbacks? Boîte de réception, par mail, contact arrobase, le nom de votre boîte. C'est cool pour donner quand même une image hein, globale de ce qu'on va faire, des tâches qu'on doit réaliser, quoi. Donc en tant que X, je veux Y, afin de Z. Ou en tant que grande agence, je veux des sous-traitants de qualité afin de gagner en bénéfices net. Enfin, je veux des sous-traitants de qualité et peu coûteux afin de gagner en bénéfices net. C'est une user story. Et donc, pour obtenir des agences peu coûteuses et qualitatives, bah là, on doit mettre des process en place. On doit mettre des tâches en place. Donc, ça va permettre d'identifier la valeur apportée par l'histoire au moment où elle est définie. Le but du jeu, hein, c'est de réaliser un maximum de user story afin de faire avancer, évoluer votre produit et vos services. Et c'est là qu'on utilise les critères d'acceptation et les tests. Donc, c'est ce qu'on avait ici, là. Étape 8. On l'a vu, hein, le modèle de structure avec les conditions. Donc, préconditions. Si, lorsqu'un événement survient, en l'occurrence, c'est la personne qui va retirer de l'argent, alors l'argent est obtenu. Donc, à la base, c'est pour les développeurs, hein, comme je vous ai dit, mais quand vous êtes entrepreneur, vous faites tous les métiers, et quand vous êtes freelance, vous faites tous les métiers. Je veux dire, ça se fait pour tout, en fait. Donc, pourquoi faire des tests d'acceptation? Savoir quand s'arrêter de développer, ça sert à rien de redévelopper votre site web s'il fonctionne déjà très bien. Si vous arrivez à générer plein de réponses à vos formulaires sur votre site. Donc ces tests d'acceptation, c'est un outil de collaboration pour que tout le monde se comprenne dans l'équipe Scrum. Et bien entendu, c'est partagé entre tout le monde. La plupart du temps, hein, les critères et les user stories, on les met dans un Trello ou on les met dans un Jira. On utilise des outils de gestion de projet. Ensuite, vous mettez la condition, vous faites toutes les tâches. Il y a certaines tâches que vous allez réussir à réaliser, il y en a d'autres que vous n'allez pas réussir. Donc, vous allez analyser ces données et ensuite vous allez repartir sur une nouvelle user story afin d'améliorer la première.